Bonjour à toutes et tous. Je me présente, je suis Marie-Laure Mousta, je suis responsable communication d'un think tank Agridé, du think tank Agridé, le think tank agricole, think tank de l'entreprise agricole. Et nous sommes très heureux d'être partenaires de cette première journée parlementaire de la résilience des territoires. Donc c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette première table ronde de la matinée avec 4 intervenants, 4 acteurs et penseurs de la résilience alimentaire. Je vais vous les présenter rapidement et puis ensuite je donnerai la parole à chacun dans l'ordre convenu. Un petit rappel, vous pouvez suivre ces débats en ce moment en direct sur YouTube. Vous pouvez aussi tweeter, il y a le hashtag CNRAJP 2021 si vous voulez suivre aussi sur Twitter les débats. Et puis il y a un chat YouTube, vous pouvez adresser vos questions. Il y a des modérateurs qui me les transmettront puisqu'il y a un temps prévu de 10 minutes à la fin de cette table ronde pour avoir une discussion avec le public qui est nombreux, d'après ce que j'ai compris et entendu tout à l'heure. Alors, donc, cette première table ronde, c'est celle du pourquoi. Pourquoi la résilience alimentaire? Pourquoi parler de ce terme? Et je voudrais quand même, avant de passer la parole à Bertrand Valliorgue, rappeler la définition qu'a donnée Maximilien Rouher tout à l'heure. Donc, la résilience alimentaire, c'est cette capacité des territoires à garantir une alimentation suffisante, adaptée et accessible à tous, même en période de crise. Crise au pluriel. On va revenir un petit peu sur cette notion de crise justement avec Bertrand Valliorgue, la crise environnementale, la crise climatique, la crise sanitaire, peut-être une crise organisationnelle aussi. Donc Bertrand Valliorgue, qui est professeur des universités en stratégie et gouvernance des entreprises à l'université de Clermont-Ferrand-Auvergne, excusez-moi, et auteur de Refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène. C'est intéressant parce que Bertrand a écrit son livre justement pendant le premier confinement de 2020 et donc il a cette petite teinte un petit peu de crise sanitaire. Il nous dira dans quelles circonstances il a écrit son livre et quel message aussi il adresse à travers lui. Et puis ensuite je passerai la parole à Arthur Grimont-Pont, cofondateur des Greniers d'Abondance, une association créée il y a 2 ans par Arthur, qui est ingénieur-chercheur en résilience alimentaire et qui a fait un passage au think tank The Shift Project, donc qui a été très interpellé par la sécurité alimentaire. Yuna Chifolo, qui est ingénieure agronome, directrice de recherche en sociologie économique à l'INRAE. Donc Yuna, elle connaît les circuits courts depuis très longtemps, elle suit beaucoup les actions des groupes locaux, elle a écrit des livres sur le sujet et Yuna, vous avez aussi mené une enquête sur la crise du Covid 2019 et les changements de consommation des Français. On va revenir avec vous là-dessus, j'imagine. Et puis, je vais donner ensuite la parole pour terminer à Stéphane Linou, locavore, un des premiers locavores de France, élu municipal, et auteur aussi d'un livre sur la résilience et la sécurité alimentaire. Donc Stéphane, c'est vous qui parlerez en dernier avant les questions-réponses. Très bien, moi je me retourne maintenant, je me tourne même vers Bertrand Valliorgue. Bertrand, c'est à vous pour commencer un petit peu à poser les choses. La résilience alimentaire, voilà, est-ce que ça concerne les consommateurs et aussi les exploitations agricoles? Et puis quel est le contexte aussi actuel qui fait que ça revient en force? Merci Marie-Laure, merci au CNRA pour cette invitation. Alors moi, je vais revenir, je vais partir de l'actualité. On vit une semaine très spéciale et très compliquée pour le monde agricole, pour ne pas dire dramatique, puisqu'on a un épisode de gel très fort et avec des températures extrêmement basses pour un mois d'avril, alors qu'on a eu un mois de mars extrêmement chaud. Donc on a une percussion de mois de mars chaud, mois de mars d'avril très froid, et ça, en agriculture, ça pose de très grandes difficultés. Ça pose de grandes difficultés pour nos viticulteurs, pour nos céréaliers et l'ensemble de la production de fruits et de légumes. Et ça, c'est symptomatique de quoi? C'est symptomatique d'un changement de régime climatique. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle époque géologique. Cette nouvelle époque géologique, elle a un nom, elle s'appelle l'Anthropocène. On rentre dans quelque chose de fondamentalement nouveau, une époque qui se traduit par effectivement une augmentation des températures. On sait que les températures augmentent, mais il faut bien comprendre que cette augmentation des températures, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, c'est une transformation plus générale de notre planète et du système Terre qui est en train de se mettre en place.
Et c'est bien ce contexte, je crois, il est douloureux cette semaine, il est particulièrement visible, mais c'est bien ce contexte de nouveau régime climatique qui est en train de se mettre en place, qui percute directement la question de la résilience alimentaire, la question de la résilience agricole, c'est-à-dire de nos modèles agricoles, leur capacité à dépasser ces chocs climatiques qui vont se mettre en place. Donc, vous l'évoquiez, Marie-Laure, c'est le cœur de mon livre, Refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène. C'est ce nouveau contexte climatique très particulier qui se met en place, qui a motivé l'écriture de cet ouvrage. Alors, qu'est-ce que je dis en deux mots par rapport aux enjeux qui sont devant nous? C'est bien de faire des constats, mais il faut aussi avancer et aller vers des pistes de solutions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos systèmes alimentaires, c'est-à-dire la manière dont on mange, ce que l'on met dans nos assiettes et la manière dont on produit ce que l'on met, ce que l'on va manger quotidiennement, c'est-à-dire le système agricole, ce système-là, dans son ensemble, il participe au dérèglement climatique. Il participe au dérèglement climatique, en particulier à partir de l'émission de gaz à effet de serre et notamment du méthane et du CO2, qui sont les principaux gaz qui aujourd'hui font ce changement climatique, font ce changement d'époque géologique qui fabrique l'Anthropocène. Donc, ça, c'est connu. C'est connu le fait que nos systèmes alimentaires ont une co-responsabilité dans les dérèglements climatiques. Mais je pense qu'il faut dépasser aujourd'hui très largement cette vision de la co-responsabilité ou de la coproduction des dérèglements climatiques pour bien comprendre que le secteur qui est victime de manière la plus forte et la plus visible, c'est le secteur agricole et nos systèmes alimentaires. Nos systèmes alimentaires aujourd'hui, ils sont grandement fragilisés par ce dérèglement climatique qui est en train de se mettre en place. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, nos agriculteurs vont être exposés à des aléas climatiques, exactement ce que l'on est en train de vivre cette semaine. Et ce que l'on va vivre en 2021, malheureusement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que oui, c'est une mauvaise année, mais ça va se reproduire. Donc, il va y avoir tout un tas d'aléas climatiques nouveaux, plus forts, plus fréquents, auxquels les agriculteurs vont être confrontés. Donc, ils sont déjà, historiquement, le métier agricole est confronté à de nombreux risques, mais ils vont en faire face à de nouveaux risques de nouveaux risques plus forts, plus nombreux, plus récurrents. Donc ça, il va falloir forcément les accompagner. Ils ne peuvent pas traiter tout cela du point de vue de leur exploitation agricole. On ne peut pas résoudre, traiter, anticiper ces nouveaux risques. Le deuxième effet sur lequel il est particulièrement important, c'est que ça génère de l'incertitude. De l'incertitude parce que les agriculteurs, finalement, ils ne savent pas ce qu'il faut semer. Ils vont peut-être devoir ressemer, ça c'est très net sur le secteur de la betterave, il y a de vraies difficultés. Avant, ils avaient une visibilité, ils avaient une possibilité d'anticiper ce qu'ils pouvaient faire, ils faisaient des assolements, ils prévoyaient à 5 ans, et aujourd'hui ils sont confrontés dans une incertitude qui est ce qu'on appelle en économie une incertitude radicale, c'est-à-dire on ne peut pas prévoir. Et ça, c'est absolument compliqué pour eux quand vous êtes à la tête d'une exploitation agricole, d'une entreprise agricole, d'être plongé dans ce sentiment et dans cette réalité de l'incertitude parce que vous ne savez pas comment piloter ce système-là. Donc aujourd'hui, c'est le titre que j'ai abordé dans le livre, j'appelle ça « Refonder l'agriculture », c'est-à-dire repenser l'agriculture dans le contexte des dérèglements climatiques, refonder l'agriculture dans le contexte de l'Anthropocène. Et en pratique, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire d'aller vers une agriculture régénératrice, d'aller vers une agriculture qui, à la fois, a une fonction nourricière. Bien évidemment, nos agriculteurs ont un rôle essentiel dans le fonctionnement de nos systèmes alimentaires parce qu'ils fournissent les denrées alimentaires. Mais je pense qu'il faut ajouter une deuxième mission à cette activité agricole, une deuxième, si vous voulez, un deuxième aspect du contrat social à l'agriculture, c'est aussi réparer le système terre. Il faut que nos agriculteurs, nos systèmes alimentaires limitent la dégradation du système terre, les pollutions, les externalités négatives, mais aussi qu'ils apportent un certain nombre de solutions par rapport à ces dérèglements à travers une agriculture de type, que moi j'appelle, comme d'autres, régénératrice, c'est-à-dire une agriculture qui va consister à protéger les sols, l'eau, l'air et la biodiversité. Et ça, si vous voulez, c'est la condition de réussite demain de l'agriculture dans le contexte de l'Anthropocène, dans le contexte des dérèglements climatiques.
C'est en prenant soin de ces 4 ressources que je viens d'évoquer que les agriculteurs vont trouver des solutions et que les agriculteurs vont développer leur résilience. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre en mouvement, ils vont concevoir leur activité agricole d'une nouvelle manière et cette activité agricole va être mieux insérée sur un territoire, mais aussi sur un nouveau climat qui va s'installer sur ce territoire. C'est en étant vigilant sur ces 4 biens communs qu'on va construire cette résilience alimentaire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nouveau climat, nouvelle époque géologique, nouvelle agriculture, et cette nouvelle agriculture est une agriculture régénératrice. Merci beaucoup Bertrand. Donc, pas de résilience alimentaire sans résilience des exploitations agricoles. C'est ce que vous avez aussi voulu nous dire ce matin. Merci pour cette mise en perspective et puis ces précisions et ce message. Alors, est-ce que nous sommes dans l'ère de l'incertitude? Je vais passer la parole à Arthur Grimonpont, donc chercheur, cofondateur des Greniers d'Abondance. Arthur, vous avez 5-6 minutes pour nous présenter le sujet. Bonjour à toutes et à tous. C'est un peu plus court qu'escompté. Je vais essayer de raccourcir ce que j'ai à dire. Je suis ingénieur, chercheur au laboratoire d'études rurales à l'Université Lyon 2 et j'ai cofondé l'association Les Greniers d'Abondance. Notre asso réunit une centaine de chercheurs, d'acteurs de terrain, de citoyens qui partageront 3 grands objectifs: faire de la sensibilisation aux menaces qui pèsent sur notre système alimentaire, conduire des travaux de recherche sur le sujet et produire des outils libres pour aider les collectivités et les pouvoirs publics à prendre des décisions. On a publié un premier rapport qui s'intitule « Vers la résilience alimentaire », qui est disponible sur notre site, et une application pour évaluer le niveau de résilience des territoires qui vous sera présentée au cours de la 2e table ronde cette matinée. Historiquement, les greniers d'abondance étaient des bâtiments publics construits au XVIIIe siècle dans plusieurs villes françaises qui avaient pour fonction d'entreposer de grandes quantités de grains pour assurer la sécurité alimentaire des villes. Et ces bâtiments sont emblématiques donc d'une époque où la sécurité alimentaire était au cœur du champ de responsabilité publique. Mais aujourd'hui, à la différence des autres secteurs qui répondent à un besoin essentiel, comme l'eau potable, les soins médicaux, l'éducation, les pouvoirs publics interviennent très peu sur le système alimentaire. En conséquence, le système s'auto-organise selon les conventions économiques en vigueur, c'est-à-dire rentabilité des investissements privés et l'externalisation des coûts environnementaux, sanitaires et sociaux. Tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, le système alimentaire est largement dominé par un petit groupe, un petit nombre de structures économiques dont l'intérêt privé n'a aucune raison a priori de coïncider avec l'intérêt général. Donc, quand je dis petit nombre, c'est important de préciser. La moitié de toute la viande produite en France, par exemple, est issue de 20 abattoirs. 10 groupes industriels transforment 80% du fromage et 90% du beurre et du lait. La moitié de la farine provient d'une trentaine de moulins, alors que si on regarde un siècle en arrière, il y avait 40 000 moulins dans le pays. Et du côté de la grande distribution, c'est encore plus frappant, il y a 4 centrales d'achat géantes qui se partagent 91% des parts de marché. Donc on voit que tout ça ne tient que par une dépendance extrême au transport et au pétrole, avec en moyenne 30 000 camions qui sillonnent le territoire chaque jour d'un bout à l'autre pour approvisionner les commerces de la grande distribution. Quand vous êtes une entreprise de la grande distribution ou un groupe agroalimentaire, vous n'avez pas pour mission de nourrir sainement la population en économisant les ressources. On l'a vu récemment avec l'éviction d'Emmanuel Faber de la présidence de Danone. Quand bien même il y a des individus au sein de ces structures qui sont de bonne volonté, les structures économiques, elles ne sont pas incitées par construction à agir dans le sens de l'intérêt général. Donc l'intervention publique des collectivités et de l'État est aujourd'hui insuffisante. Et cette carence d'intervention, dans un secteur qui est évidemment stratégique, fait que le système alimentaire est aujourd'hui largement dysfonctionnel. Si on regarde l'intérêt général, il y a de multiples coûts qui n'apparaissent pas dans la construction des prix, mais en fait, notre nourriture n'a probablement jamais été aussi chère. Simplement, on ne le voit pas quand on paye cette nourriture à la caisse. Alors, il y a tout d'abord les coûts sanitaires. L'alimentation, c'est le premier déterminant de la santé humaine, et on constate une dégradation majeure de plusieurs indicateurs de santé publique. Par exemple, l'obésité a presque triplé en 20 ans, pour concerner aujourd'hui un adulte sur 6. Ensuite, il y a des coûts sociaux. Un Français sur 10 a recours à l'aide alimentaire aujourd'hui. Et de l'autre côté de la chaîne, il y a un quart des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui paraît quand même assez aberrant. Et troisièmement, il y a des coûts environnementaux qui sont colossaux. L'alimentation est la première activité humaine responsable des dérèglements écologiques globaux, comme vient de le rappeler Bertrand Valliorgue. Et c'est impossible, bien sûr, de donner un coût monétaire à de tels bouleversements écologiques des conditions de vie. Alors, comment corriger ces dysfonctionnements ?
Depuis les années 50, on est parti du principe qu'il fallait produire plus, et c'était effectivement nécessaire à l'époque. Mais aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on a largement suffisamment de nourriture. Simplement, les causes de la faim sont de nature politique et économique, mais on produit en moyenne 3000 kilocalories par jour et par personne, alors qu'il en suffirait de 2000. Et pourtant, aujourd'hui, la plupart des efforts industriels et des aides distribuées aux agriculteurs ont pour effet d'accroître la productivité et les rendements. Mais produire plus, ça ne répond à aucun des problèmes qu'on a évoqués plus tôt. Donc l'enjeu pour les années à venir, ce n'est pas de produire plus, mais c'est d'arriver à une production alimentaire suffisante et stable dans un contexte de dérèglement écologique rapide et d'épuisement des ressources. Et pour ça, on ne peut pas s'en remettre aux lois du marché ou au miracle d'une invention future, à moins de faire preuve d'irréalisme. Alors, à quoi ressemblerait concrètement un système agricole et alimentaire économe en ressources et capable de nourrir sainement et durablement la population? Il y a plusieurs groupes de recherche et d'experts qui se sont penchés sur la question. Il y a notamment le scénario After 2050 de Solagro qui est très intéressant et le scénario TIFA élaboré par l'IDRI à l'échelle européenne. Donc on n'a pas le temps de présenter en détail ces scénarios ce matin, bien sûr, mais il y a quelques caractéristiques communes à ces scénarios qui sont importantes à rappeler. Premièrement, il faut modifier en profondeur notre modèle de production. Ça ne requiert pas de drones, aucune rupture technique majeure, il n'y a rien. Il faut juste évoluer vers une agriculture plus diversifiée, plus arborée, qui utilise moins d'intrants, qui inclut davantage de cultures intermédiaires et qui tire mieux profit des services écosystémiques. Et ça nécessite plus d'agriculteurs, plus d'exploitation et des parcelles plus petites et diversifiées. Deuxièmement, il faut modifier notre mode de consommation. Pour le dire simplement, on doit diviser par 2 notre consommation de protéines d'origine animale, tout simplement parce qu'un apport nutritionnel égal, un régime plus végétal mobilise beaucoup moins de surface et de ressources. Et notre niveau de consommation de viande aujourd'hui n'a absolument rien de traditionnel. Il a presque doublé en 50 ans, si bien qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié des céréales consommées en France qui sont destinées à l'élevage. Monsieur le député Loïc Dombreval en a parlé tout à l'heure. Cette transition vers des régimes plus végétaux ne doit pas se faire à l'encontre des filières d'élevage. Au contraire, il y a beaucoup d'exemples qui montrent qu'on peut réduire la production et diversifier ses productions dans une ferme d'élevage, tout en améliorant ses résultats économiques et ses conditions de travail. Et troisièmement, ces scénarios donc, de transition à l'échelle française ou européenne montrent qu'il faut diminuer notre dépendance aux ressources extérieures. Alors en introduction, Monsieur le ministre de Normandie a dit que nous avions une dépendance, une seule dépendance, celle des protéines végétales, mais j'ai peur que ce ne soit pas du tout la seule. En fait, on importe la moitié des fruits et légumes qu'on consomme en France et de nombreux produits transformés. Mais ce n'est même pas l'essentiel. Le plus important, c'est qu'on importe au-delà des produits agricoles la quasi-totalité des facteurs de production sans lesquels notre rendement agricole serait en chute libre. Il n'y a pas un seul fabricant français de tracteurs. On importe la totalité du phosphate et à peu près les 2/3 de l'azote minéral qu'on consomme. Et surtout, on importe la totalité du pétrole, puisqu'on n'en a pas de pétrole en France. Et le pétrole, c'est le sang aujourd'hui de notre système alimentaire. Donc, c'est impératif de rationaliser ces besoins pour diminuer notre dépendance aux ressources extérieures pour la production. Et on voit que depuis plusieurs décennies, l'évolution du système alimentaire va exactement à rebours de ces tendances élaborées et présentées dans ces scénarios. Les exploitations, elles s'agrandissent, elles se spécialisent. Il y a 200 fermes qui disparaissent chaque semaine et la consommation de pesticides augmente. La production de consommation de protéines et la production et la consommation de protéines animales se maintiennent à un niveau record. Donc, pour le dire clairement, on est en train de créer les conditions de notre insécurité alimentaire dans le futur. Donc, je suis très limité par le temps, mais j'aimerais présenter 2 grands moyens d'agir en tant que législateur qui me semblent très importants. Très bien. D'abord, il y a les aides octroyées dans le cadre de la PAC qui sont aujourd'hui majoritairement attribuées à l'hectare. Ça incite bien sûr à toujours plus d'agrandissement et de spécialisation. Et aujourd'hui, le plan stratégique national, qui est la déclinaison française de la PAC, est en cours d'élaboration. Donc les législateurs ont un moyen majeur pour agir sur cette question. Ils peuvent s'inspirer pour ça des propositions de la plateforme pour une autre PAC. Et deuxième moyen d'engager une transition du système alimentaire à l'échelle nationale, c'est l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation. En fait, il s'agit tout simplement de considérer que l'alimentation est un déterminant direct de notre santé et donc que c'est un droit fondamental, universel, au même titre que l'accès à des soins médicaux. Et donc, avec un système de conventionnement, cette sécurité sociale de l'alimentation permettrait de créer des débouchés pour les filières d'avenir, l'agroécologie et les circuits de proximité. Et ça répondrait directement aux problématiques économiques qui frappent le monde agricole. Et ça lèverait un grand nombre d'obstacles à la transition.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup Arthur, merci d'avoir respecté le timing qui est un petit peu serré parce qu'on a pris un petit peu de retard. Je retiens notamment vos propositions à la fin parce qu'il n'y a pas que le constat et les urgences. C'est vrai que c'est bien de nous alerter, mais de nous rappeler aussi qu'il y a des choses positives qui peuvent être entreprises, donc la sécurité sociale de l'alimentation. Je vais me tourner vers Yuna. Arthur parlait de plus de diversité, de plus d'intelligence peut-être territoriale à réactiver. Elles sont là, les intelligences, les citoyens, les volontés sont là. Il faudrait aussi qu'il y ait plus d'agriculteurs et qu'ils ne disparaissent pas du territoire. Je pense que Yuna, vous allez nous en dire un petit peu plus sur ces enjeux et puis nous parler des choses positives aussi qui se font sur les territoires. Est-ce que vous avez... Oui, bonjour à tous, merci. Donc, en effet, je travaille à INRAE, mais je suis également co-animatrice d'un réseau, donc le réseau mixte technologique alimentation locale, qui est un réseau national financé par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui réunit des acteurs de la recherche, de la formation, du développement, à la fois pour produire des connaissances sur la reterritorialisation de l'agriculture, mais aussi accompagner les acteurs de terrain. Et donc, à INRAE, comme dans ce réseau, nous travaillons sur la résilience alimentaire depuis quelques années avec une hypothèse au départ, à savoir que le rééquilibrage entre circuits courts et circuits longs, entre global et local, est un facteur clé pour assurer la sécurité alimentaire au regard de perturbations prévues et prévisibles, et même imprévisibles. Et cette hypothèse, donc, nous l'avions tirée de différents travaux scientifiques sur la résilience alimentaire, mais aussi de l'expérience de grandes villes d'Amérique du Nord dont les aménageurs se sont penchés sur la question dès les années 1920. Toutefois, ces travaux et les nôtres montrent qu'il faut compléter cette hypothèse trop simple. Il ne s'agit pas simplement de relocaliser une partie de l'alimentation, mais de reprendre la main sur les flux alimentaires qui approvisionnent la France et les territoires. C'est donc davantage un enjeu de souveraineté alimentaire que d'autonomie ou d'autosuffisance. Il s'agit en effet, comme on a commencé à le dire, de diminuer les dépendances vis-à-vis d'acteurs, de ressources ou de lieux géographiques que ni les acteurs publics ni les citoyens ne peuvent contrôler. Surtout si ces dépendances sont vis-à-vis d'un petit nombre d'acteurs, de ressources ou de lieux, sans d'ailleurs qu'on ne le sache forcément. À Montpellier, par exemple, qui aurait cru que plus de la moitié des commerces vendant des tomates en été seraient dépendantes d'un même fournisseur, en l'occurrence breton. Je n'ai rien contre la Bretagne, mais c'est en tout cas donc le résultat de travaux que nous avons menés et qui ont nécessité d'enquêter directement auprès des commerçants, car il n'y a que très peu de données publiques disponibles sur les flux alimentaires, ni même de données suffisantes sur les commerces qui vendent de l'alimentation. Chaque commerçant ne connaît pas justement les dépendances des autres et croit ou peut croire que sa chaîne d'approvisionnement est résiliente. Sauf qu'à l'échelle d'une ville, d'un territoire ou même d'un pays, la résilience peut être limitée par une dépendance partagée à un même fournisseur. Revenons sur le cas de Montpellier. Imaginons en effet une perturbation chez ce fournisseur de tomates ou bien sur les routes entre la Bretagne et Montpellier. Une maladie qui ravage la production, une grève des transporteurs, et on aura donc beaucoup moins de tomates à Montpellier. Alors ce n'est qu'un exemple qui peut être généralisé à d'autres villes, à d'autres produits à l'échelle du pays. Le problème est que notre sécurité alimentaire dépend principalement d'acteurs privés qu'on ne connaît pas, qu'on ne contrôle pas, et auxquels pourtant on l'a délégué. Alors en effet, renforcer l'offre locale tout en diminuant le nombre d'intermédiaires entre producteurs et consommateurs est un moyen de reprendre la main sur les flux alimentaires. À la condition toutefois que cela ne renforce pas des dépendances déjà fortes ou remplace certaines dépendances par d'autres. L'idée d'augmenter l'offre locale issue de circuits courts dans les supermarchés ne ferait qu'augmenter nos dépendances vis-à-vis de ces acteurs et de ces lieux de vente. La tentation de l'alimentation locale issue de fermes urbaines, certes écologiques, mais parfois très dépendant de technologies high-tech, doit aussi être questionné. Le principe n'est évidemment pas d'être contre la technologie, mais de bien mesurer les risques associés, qui sont ceux aussi de renforcer la déconnexion avec la nature. On sait pourtant que cette déconnexion contribue à nous faire perdre de vue les impacts des modèles agricoles et des choix alimentaires. Ce questionnement nécessaire vis-à-vis de la technologie vaut aussi pour le numérique, dans un contexte où la digitalisation des chaînes d'approvisionnement prend peu en compte les menaces potentielles. Anticiper les menaces appelle plus largement à plus de transparence dans les chaînes d'approvisionnement, y compris dans le court et le local. Qui sait par exemple que certaines plateformes numériques de vente de produits locaux dépendent d'actionnaires privés, parfois étrangers, et d'autres non. La crise de la Covid-19, dont nous avons analysé les impacts sur les systèmes alimentaires dans le cadre d'une grande enquête nationale, Manger au temps du coronavirus, a justement confirmé ce manque de maîtrise des flux alimentaires, ces dépendances fortes vis-à-vis
notamment de la main-d'œuvre étrangère ou de la logistique internationale. S'il y avait maîtrise, mais aussi transparence, les consommateurs n'auraient pas eu peur. Peur de manquer ou bien d'être contaminés en achetant en supermarché. C'est un des faits marquants de la crise, comme cela avait été d'ailleurs le cas lors de la vache folle. L'offre locale, les circuits courts rassurent. Mais attention, le local, les circuits courts, pour la plupart des consommateurs, ce sont des produits de leur territoire, bio ou presque, issus de petits producteurs qu'ils connaissent ou bien peuvent connaître, parce que l'intermédiaire, quand il y en a un, est capable de leur en parler. Alors j'en viens à l'essentiel. La résilience n'est pas simplement rééquilibrer circuits courts et circuits longs, global et local, c'est retisser des liens, des relations autour de l'alimentation, transformer les dépendances en relations de dialogue et de coopération au sein des territoires et entre territoires. C'est aussi un fait marquant de la crise de la Covid. Les territoires où des liens avaient auparavant été construits entre les acteurs locaux de l'alimentation, où les consommateurs étaient organisés ou bien ont su s'organiser pour commander ensemble à des producteurs locaux, ont fait preuve de résilience. On peut imaginer alors, par exemple, que les métropoles, tout en relocalisant ce qui est possible et pertinent, s'allient à des territoires du Massif central, par exemple, où il y a parfois plus de vaches que d'habitants, pour à la fois sécuriser leur approvisionnement en viande, mais aussi maintenir une agriculture diversifiée sur ces territoires. Alors, nous y reviendrons au cours de la matinée. Les projets alimentaires territoriaux peuvent jouer un rôle clé dans la résilience alimentaire, à condition toutefois que ces projets ne servent pas qu'à faire des réunions ou à payer des bureaux d'études, mais bien à diversifier les chaînes d'approvisionnement de la production à la commercialisation, c'est-à-dire installer des agriculteurs, diversifier les productions locales, rééquiper les territoires en outils de transformation, soutenir la vente directe, les marchés de plein vent, valoriser les artisans, les commerçants de proximité. Toutefois, cette diversification qui est nécessaire à la résilience est contrainte par une politique nationale peu favorable, qui déjà est une importante source de fragilité et limitera l'action de tout PAT, de toute action locale. Les statistiques publiques sont insuffisantes pour agir, nous y reviendrons. La gestion du foncier agricole est confiée à des acteurs qui privilégient l'agrandissement des exploitations agricoles à l'installation de fermes à taille humaine en circuits courts et diversifiés. Les abattoirs locaux sont soumis à la réglementation des abattoirs industriels, si bien qu'ils disparaissent. Le pourquoi de la résilience rejoint donc le quoi, qui sera abordé dans la table ronde numéro 3. La sécurité alimentaire est fragilisée par des lois et des décisions nationales. Il est donc temps urgent de réviser ces règles nationales au vu des perturbations déjà prévisibles, sans quoi les actions locales n'auront qu'une faible portée, sans quoi également on prend le risque de construire une alimentation sans agriculteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yuna. Merci à tous les trois de nous avoir alertés un petit peu et d'avoir rappelé que voilà, et derrière le fantasme de la résilience alimentaire, il y a aussi des réalités, il y a aussi des verrous. Il faut qu'on les aborde aussi pendant cette table ronde. Et puis, il y a aussi des actions communes et la volonté de faire écosystème de la part de tous les acteurs. Vous parliez de créer des liens. Je crois qu'on a un champion de la création de liens avec nous, Stéphane Minou, qui est locavore depuis 2008, qui a expérimenté sur lui-même déjà le fait d'essayer de consommer plus local. Il a raconté cette expérience dans les médias. Et puis, vous êtes aussi élu municipal. Vous formez les élus à ce concept-là. Vous les accompagnez, Stéphane. On a préparé ensemble cette conférence. Vous m'avez dit, c'est bien la crise du Covid, il y a eu une prise de conscience, mais on part de très, très loin quand même. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bonjour à tout le monde. Je vais essayer d'en dire un peu plus en quelques minutes sur le plus vieux sujet du monde. Ça va être dur. C'est le lien entre l'alimentation et la sécurité. Et c'est vrai qu'il aurait été bien d'avoir les professionnels également de la production alimentaire, mais également les professionnels de la sécurité. Ils vous écoutent. J'espère. Voilà. Donc en fait, on a commencé, donc oui, je forme les élus justement à la résilience alimentaire des territoires, mais en mode sécurité préventive. Et pour intégrer le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans les plans communaux de sauvegarde, à travers l'Institut supérieur des élus et avec 3 autres formateurs, Arthur Keller, Alexandre Boisson et Laurent Hayet. En fait, ce que j'appelle le plus vieux sujet du monde est quelque part un impensé dans nos sociétés d'abondance et d'ébriété énergétique, mais également d'ébriété idéologique issue de la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, qui a fait qu'on s'est spécialisé et à force de vouloir fluidifier
les échanges, nous avons transformé quelque part nos territoires en EHPAD à ciel ouvert, c'est-à-dire extrêmement dépendants des flux, comme le disait tout à l'heure Yuna. Lorsque l'on rentre dans un EHPAD, c'est jamais de gaieté de cœur, c'est qu'il y a des accidents, de la vieillesse, des pathologies. Mais nos territoires se sont volontairement transformés en EHPAD à ciel ouvert, c'est-à-dire complètement perfusés par les approvisionnements extérieurs. Et en fait, on s'est dit, un territoire égale une ou deux productions phares. De toute façon, avec les énergies faciles, ça viendra toujours de quelque part. Je vais me focaliser sur les productions pour lesquelles je me sens le meilleur et je vais faire venir les productions pour lesquelles je ne me sens pas trop bon. De toute façon, ça viendra toujours de quelque part. Donc, résultat, nos aires urbaines, et le cabinet Utopie l'avait déterminé, sont autonomes à peu près à 2% de leur alimentation. Mais dans le même sens, 97% de ce qui est produit localement est exporté et est importé d'autres territoires. Donc, en fait, ça fait des perfusions d'aller de sens, donc des vulnérabilités. Et en fait, tout est histoire également de flux. Nous avons, en tant qu'espèce, commencé par courir après la nourriture lorsqu'on était chasseurs-cueilleurs. Ensuite, on s'est posé, on a inventé l'agriculture, on l'a produite autour de nous au néolithique, moins 10 000, 12 000. Et ensuite, pour la sécuriser en groupe, on a inventé quelque part les villages. C'est là qu'on a transformé l'espace en territoire. C'est là qu'on a inventé l'aménagement de l'espace et quelque part aussi la politique. Donc, après avoir couru après cette nourriture, après l'avoir fabriquée autour de nous, après l'avoir sécurisée en groupe, maintenant, c'est cette nourriture qui vient à nous. Sans que l'on se questionne sur le comment, sur les risques et sur le jusqu'à quand. Et si l'on regarde ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires, les consuls au Moyen-Âge, elle était basée sur l'exercice de 4 sécurités. La sécurité extérieure, il fallait se protéger des envahisseurs, donc ériger et entretenir les remparts. La sécurité intérieure, c'est-à-dire l'ordre public, qui n'était que fait au niveau local avant qu'on invente les États-nations. La sécurité sanitaire, il fallait lutter contre les épidémies. Et la 4e, c'était la sécurité alimentaire. Il y avait même, Stéphane, il y avait même une police, vous m'avez parlé d'une police des grains et d'une police des viandes. Oui, c'est ça. Il y avait la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation. Et il y avait des stocks. Parce qu'en fait, la hantise des édiles de l'époque, c'était que le peuple se révolte pour des raisons alimentaires. C'était les révoltes frumentaires. En fait, cette question de permettre au territoire d'avoir toujours un minimum de produits alimentaires était une question prise en compte par les individus, chacun s'en occupait, mais également les collectivités. Et maintenant, cette question est complètement sortie du champ politique et elle est indirectement assumée par des acteurs privés qui sont Leclerc, Carrefour et compagnie, qui n'ont que 2 jours de stock. Et en fait, le plus vieux couple de risques, c'était le couple de risques alimentation, approvisionnement alimentaire et ordre public. Et c'est ce que j'ai voulu démontrer dans le cadre de mon livre enquête. En fait, je suis allé voir si cette question était pensée dans le monde de la production, dans le monde des risques et de la sécurité et dans le monde de la gouvernance. Et en fait, cette question-là n'est absolument pas pensée. Et je suis passé par le continuum sécurité-défense, c'est-à-dire ce qu'il y a entre le vigile de supermarché et le sous-marin nucléaire à lanceur d'engins. Et en fait, toutes les forces de sécurité intérieure et de sécurité nationale seraient complètement débordées s'il y avait une rupture d'approvisionnement alimentaire. Donc ça, je l'avais fait avant le Covid. Et en fait, on a eu quelques signaux faibles pendant le Covid, mais nous n'en sommes pas à la dernière pandémie où s'il y avait par exemple une cyberattaque sur la chaîne logistique, s'il y avait une autre pandémie, c'est ce que j'avais annoncé en 2008. Et en fait, ce que je propose et qui a été repris par la sénatrice Françoise Laborde au Sénat il y a 2 ans, c'est d'articuler la non-résilience alimentaire des territoires avec la loi de programmation militaire, avec la sécurité intérieure, la sécurité nationale et la sécurité civile. En fait, c'est une question qui devrait
permettre aux législateurs de quelque part se réveiller et d'intégrer tous les facteurs de production liés à l'alimentation avec une question régalienne qui est la sécurité intérieure et la sécurité nationale. Donc en fait, c'est un chantier mais colossal. Il y a du boulot pour 500 ans, mais on n'a pas le temps. Et il y a une formule que j'aime pour résumer et dire que le ver de terre est le meilleur allié du militaire, car il soulage ses arrières. En fait, on est capable, en disant notre système sanitaire en période de pandémie est saturé, mettons en place des mesures barrières. Pourquoi on ne l'appliquerait pas pour l'alimentation? Parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. Notre continuum sécurité-défense, c'est-à-dire notre système de sécurité, serait complètement débordé car nos populations ne sont pas préparées à ça. Nous ne produisons plus notre nourriture, nous ne la stockons plus. Et en fait, il y aurait très clairement des troubles à l'ordre public en cas de répétition de rupture d'approvisionnement alimentaire. Donc, faisons des mesures barrières liées à l'alimentation, mais également l'Europe, à travers le plan stratégique national, a également son rôle à jouer. Et donc voilà, donc en fait, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais en fait, c'est le plus vieux sujet du monde. Nous ne serons pas de trop. Et il y a une armée à lever. Il y a réellement une armée à lever, une armée de producteurs. Et la meilleure façon d'avoir des producteurs, c'est de leur permettre de vivre de leur travail. Donc, permettre aux producteurs d'avoir un revenu décent, c'est aussi une question de sécurité. Très bien, merci Stéphane. Là-dessus, vous rejoignez le ministre Julien de Normandie qui l'a rappelé en introduction des débats sur le revenu et la valeur de la production agricole. Il nous reste quelques minutes pour converser avec le public. Je crois que vous êtes 400 à nous suivre sur YouTube actuellement. Je rappelle que sur Twitter, vous pouvez tweeter aussi et suivre le débat donc avec le hashtag CNRHJP 2021. Une première question que l'on m'a transmise, c'est sur on ne peut pas parler de résilience alimentaire sans penser contexte international et les règles très strictes de l'OMC. Qui souhaiterait réagir sur ce sujet? Peut-être Arthur ou Bertrand ou quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer sur effectivement la souveraineté alimentaire à l'échelle française, c'est très bien, mais quid du contexte international? Et là, peut-être une réaction. Je trouve que cette question est excellente et tout à fait pertinente et il faut la mettre en contexte historique. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, la France était en excédent de production alimentaire et il y a eu tout un tas de travail à partir des années 90 pour dire si on est excédent en France, on va pouvoir nourrir le monde et partir à la conquête de marchés étrangers. Et on a fait rentrer l'agriculture dans les règles GATT puis OMC. Et ça, c'est le début du problème. Et c'est un moment important. Et c'est à partir de là qu'on a aussi paradoxalement perdu notre souveraineté alimentaire en voulant s'ouvrir sur les marchés internationaux. Donc, il est impératif de reposer cette question dans le contexte de libre-échange. Et ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est le CETA et le Mercosur. Moi, je suis convaincu que ces traités qui embarquent l'agriculture dans une logique de libre-échange creusent notre perte de souveraineté alimentaire. Merci Bertrand pour cette réaction. Arthur, une autre, vous aviez parlé de la PAC aussi tout à l'heure. Pour compléter ce qu'a dit Bertrand, il y a en ce moment même une proposition qui a été déposée par la Fondation Nicolas Hulot et par Interbev qui parle des mesures miroirs, c'est-à-dire de mesures qui pourraient s'imposer aux deux parties d'un accord de libre-échange pour limiter justement les distorsions de concurrence entre une production qui ne prête absolument pas attention aux coûts environnementaux, sociaux, sanitaires de la production et puis une production plus proche de celle de l'Europe dans certains cas qui justement essaye de revaloriser toutes ces conditions de production. Et c'est assez rare qu'une organisation qui défend donc le monde agricole majoritaire et une organisation environnementale s'accordent sur un sujet. Donc leurs propositions sont intéressantes et à lire, je pense. Très bien. Alors, merci. J'ai une question qui m'était apparue pour Yona Chifolo. Pensez-vous que la labellisation de filières territorialisées Commerce Équitable France serait une des solutions pour garantir justement un juste prix aux producteurs? Yona.
Alors, on se réfugie quand même souvent derrière cette idée, sachant que ce qui est il y a beaucoup de marques déjà, beaucoup de labels. Le consommateur est quand même un peu perdu. Donc, il s'agit principalement de redonner la main aux consommateurs. Et pour qu'ils comprennent mieux, c'est-à-dire que nous, on soutient des démarches justement participatives, ancrées dans les territoires où eh bien, il y a une co-construction de filières territorialisées avec des systèmes de garantie participative, par exemple, qui vont impliquer l'ensemble des acteurs pour définir ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, vers où ils veulent aller, et pas justement des marques descendantes, alors certes avec des bonnes intentions, mais qui finalement vont venir brouiller et surtout ne pas permettre cette reprise en main, finalement, de l'alimentation et des systèmes alimentaires, c'est-à-dire qu'il faut aller d'emblée dans une perspective de démocratie alimentaire, donc de reprise du pouvoir par les citoyens, justement, de ces systèmes alimentaires pour qu'ils puissent en contrôler mieux, finalement, les évolutions, et pas forcément penser cette modernisation des marchés avec des outils que finalement, là encore, on peut ne pas contrôler. Donc, attention, il s'agit bien de savoir finalement ce que l'on souhaite et pas de penser l'outil avant finalement l'objectif qui est celui d'une reprise en main globale. Très bien, merci pour cette réponse, Luna. J'en profite pour continuer avec vous. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur cette enquête, sur les changements de consommation pendant le Covid des Français. Est-ce qu'il y a eu une vraie prise de conscience? Est-ce qu'il y aura vraiment un monde d'après de la consommation des Français, où on assiste aujourd'hui à un retour à la normale? Qu'est-ce que vous avez constaté très rapidement? Et puis ensuite, on passe à la deuxième table ronde. Alors, ça a bougé, en effet. Donc, une prise de conscience chez beaucoup de consommateurs qui n'étaient pas du tout forcément justement sensibles, attentifs à ces questions aussi qui ont mieux compris les dépendances finalement de notre alimentation, donc justement à ces flux internationaux. Après, évidemment, maintenant la vie a repris ses droits et donc ça reste pas toujours simple de mettre en pratique un certain nombre d'envies. C'est là que les collectivités peuvent jouer un rôle, mais aussi l'État, donc en facilitant justement ces nouveaux modes de consommation. Mais on l'a vu, et en tout cas, les producteurs en circuit court ont gagné des clients, donc c'est quand même plus haut qu'avant, même si ça a beaucoup diminué, mais c'est plus haut qu'avant. Et surtout, on voit justement beaucoup d'envie de consommer différemment, qu'il faut maintenant aider à mettre en pratique. Très bien. Écoutez, ce sera le mot de la fin de cette première table ronde. On va se diriger vers la deuxième consacrée au comment et qui est animée par Florian Ortega. Je remercie les intervenants Stéphane Linou, Jonas Chifolo, Arthur Grimont-Pont, Bertrand Valliorgue pour la préparation et leurs interventions. Merci à l'équipe du CNRA. J'ai été ravie d'animer cette table ronde au nom d'Agridé. Merci.